bruit que mes voisins pourraient faire avec leur perceuse. Je m'en excuse si vous l'entendez et j'espère que ça ne vous dérangera pas trop. Je vais vous partager du coup mon écran pour la présentation. Voilà, j'espère que tout le monde voit bien mon écran. Donc dans un premier temps, on va parler du coup de qu'est-ce que la donnée de qualité. Cette formation est vouée à avoir plusieurs sessions. Donc cette première session est vraiment pour vous rappeler qu'est-ce que c'est que la qualité dans la donnée, quels peuvent être les impacts d'une mauvaise qualité dans un jeu de données, que ce soit dans les médias ou dans les outils métiers que vous utilisez au quotidien pour soit faire de l'envoi de perturbations ou bien juste dans la gestion, par exemple, de vos jeux de données, de vos éditions de données. Donc, je vous propose de voir différents cas selon le sommaire suivant. Donc, première partie sur les impacts d'une donnée erronée, que ce soit un aspect avec un regard plutôt client, donc plutôt voyageur, ou un regard plutôt interne chez vous au sein du réseau. On va faire un focus du coup sur la partie géolocalisation, un focus sur les correspondances, un focus sur les données d'exploitation, un sur les changements d'identifiants. Une autre partie, ça sera sur la partie renommage des arrêts, des lignes et ainsi que la fusion des différents points d'arrêt en zone d'arrêt. Et enfin, on va voir un petit peu quels outils nous avons à disposition au sein de la Data Factory. À savoir que la Data Factory, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, inclut par exemple les produits Data Hub et le produit Traffic Report chez Kizio. Donc, je vous propose, dans un premier temps, si vous le voulez bien, de vous joindre en fait sur Slido, d'aller sur le site slido.com et de rentrer l'identifiant que vous voyez ici, 86 147, afin de répondre au fil de l'eau, en fait, au fil de la présentation, à quelques petites questions. Ça va vous permettre d'avoir vos retours, mais aussi, par exemple, là, pour cette question, maîtrisez-vous les données de mobilité, de savoir un peu où est-ce que vous vous situez et quel est le discours qu'on va porter soit dans cette présentation, mais aussi au fil de l'eau des prochaines sessions qu'on pourrait vous proposer. Donc, je vous invite, s'il vous plaît, à répondre à ce questionnaire rapidement. Vous avez donc plusieurs possibilités. Soit vous maîtrisez parfaitement la donnée, soit vous connaissez un tout petit peu la donnée, vous connaissez les formats, ou pas du tout, vous n'êtes pas du tout à l'aise avec ça, ou bon, vous connaissez juste les formats, mais vous ne savez pas exactement à quoi ça sert. Voilà. Je vous laisse encore quelques instants. Donc, il ne faut pas hésiter, hein, si vous avez des questions au cours de la présentation, ou même des remarques qui peuvent être en fonction du sujet sur lequel on est en train de parler. N'hésitez pas à prendre la parole ou bien à écrire dans le chat directement. Donc, Marie-Ève, je veux bien que tu me dises au fil de l'eau si tu vois des messages arriver, parce que comme je suis en mode présentation, je ne vois pas forcément. Oui, pas de souci. Merci. Bon, je pense qu'on a eu à peu près tout le monde. Du coup, le niveau est plutôt neutre, donc c'est bien. Vous avez quand même des connaissances sur les différents formats et vous savez du coup quels peuvent être leurs usages. Donc c'est parfait. Je vous propose de continuer en ce sens. Je vois quand même que donc il n'y a personne qui ne connaît pas du tout le sujet, donc c'est bien. Vous n'êtes pas là par hasard. Donc, alors, on va faire le focus sur les impacts d'une donnée erronée. Donc, quels peuvent être les impacts d'une mauvaise qualité de données pour l'usager. Donc, souvent, vous avez des retours, je pense, au sein de votre réseau, au sein de vos supports
du service clientèle sur différents aspects qui peuvent être les points d'arrêt, les correspondances, le graphiquage, l'infotrafic ou voire l'accessibilité au niveau de l'information. Je vous propose de regarder un peu les points d'arrêt. Donc, les problèmes de géolocalisation, c'est quelque chose qu'on va retrouver assez fréquemment et auquel les voyageurs vont dire, par exemple, l'arrêt n'est pas placé au bon endroit sur la map, je ne trouve pas du tout mon arrêt. Donc ça, c'est un cas qu'on peut rencontrer. On va avoir aussi le cas des correspondances, donc, ou des arrêts avec le même nom dans des zones très distanciées. Donc, par exemple, vous allez avoir par exemple un arrêt qui va être l'arrêt mairie, qu'on va retrouver plusieurs fois dans le réseau parce que vous avez plusieurs mairies sur plusieurs villes, villages que vous desservez. Eh bien, effectivement, si vous retrouvez plusieurs fois l'arrêt mairie, parfois, les correspondances ne sont pas toujours très bien faites et du coup, vous retrouvez des itinéraires qui proposent de traverser la ville pour faire une correspondance, puisqu'il s'agit d'un arrêt qui a le même nom, mais qui n'est pas le même. Aussi, vous avez aussi la possibilité d'avoir des problèmes sur le graphiquage. Donc bon, c'est moins impactant, je pense, pour les voyageurs, mais on peut avoir, par exemple, le tracé de ligne qui n'est pas forcément correspondant à la réalité. Par exemple, si je prends une application et que je vais zoomer sur un tracé de ligne, sur un itinéraire, parfois on va avoir les bus qui traversent un parc, qui traversent un fleuve. Donc le bus, il a un petit effet bus volant, qui traverse au-dessus de la ville et sans forcément prendre les voies donc, de circulation. Donc je parle des bus, bien sûr, c'est pareil pour les métros, c'est pareil pour les trams ou autres modes de circulation, les trains aussi également. Parfois le tracé n'est pas toujours, le graphiquage n'est pas toujours bon. Et là, par contre, c'est plus impactant, c'est l'infotrafic. Des fois, il arrive que la perturbation, le message, en tout cas dans la perturbation, n'est pas toujours clair pour les usagers. Ils ne savent pas exactement si c'est la ligne qui est impactée, si c'est juste l'arrêt. Donc, voilà, donc ils ne comprennent pas trop. Ça peut avoir un impact, ça peut être lié, en fait, cet impact peut être lié effectivement à une donnée de mauvaise qualité. Et évidemment, l'accessibilité, on n'y pense pas toujours, mais le manque d'informations complémentaires sur vos données, comme par exemple le fait qu'un voyageur à mobilité réduite puisse prendre un itinéraire. Donc ça, c'est un ensemble d'informations qui est lié effectivement aux données en entrée. Et si elles sont de mauvaise qualité, vous pouvez du coup avoir une perte de confiance de l'usager dans l'information que vous transmettez. Donc c'est là où est toute l'importance effectivement de faire attention aux données. Mais au-delà en fait du voyageur, donc il y a aussi des impacts sur l'image de votre marque, de votre réseau de transport, et du coup ça peut avoir une conséquence à la fois du coup en interne, enfin du coup en externe comme on vient de le voir, mais aussi en interne, puisque il peut y avoir en fait en interne aussi du doute sur l'information, des impacts sur vos outils métiers, une perte de confiance qui va se propager sur votre image, et aussi une perte de clientèle potentielle. Donc pour le doute sur l'information, on va avoir par exemple un doute sur où se situe l'erreur. Par exemple, si j'ai des fiches horaires, on va dire papier, des clients avec certains horaires, mais que dans l'appli, j'ai pas les mêmes horaires pour le passage d'un bus, des fois, vos opérateurs, votre personnel en agence ne sait pas, en fait, il a un doute, il ne sait pas forcément où est la bonne information et où est l'erreur. Donc ça peut créer en fait une incohérence effectivement dans la communication qui peut mettre un doute sur l'information au sein même de votre entreprise. Ensuite, il y a du coup des impacts sur vos outils métiers. Donc, par exemple, je pense que vous êtes peut-être plusieurs ici à avoir rencontré le cas, mais la modification des codes d'arrêt ou des lignes peut avoir un impact effectivement dans vos outils, puisque vous allez modifier cette information. Et du coup, ça va se retransmettre aussi bien dans vos outils de saisie, par exemple d'édition de données, d'information trafic, mais aussi sur le temps réel dans les applications. On verra ça plus en détail tout à l'heure, puisque du coup, c'est un point important. Et donc, la perte de confiance, donc, je vous disais, ça peut vous donner une mauvaise image du réseau. Un client peut avoir du coup l'image que c'est toujours pareil, que cette appli elle ne fonctionne pas, que ce site il n'est pas fiable du tout, les informations je ne sais jamais, c'est jamais les bonnes, et en fait au final je préfère prendre ma voiture, je préfère prendre un taxi, les transports en commun c'est pas pour moi, c'est jamais fiable.
Donc ça peut être aussi dû à ces problèmes de données qui ont des défauts. Et du coup, conséquence ultime, c'est la perte de clientèle potentielle aussi, auquel on ne pense pas forcément, mais si on n'a pas l'accessibilité à l'information, aux infos complémentaires, on perd en fait une clientèle potentielle, une clientèle qui a des besoins spécifiques, comme on disait tout à l'heure, personne à mobilité réduite qui est en fauteuil roulant. Si elle n'a pas une information claire sur la possibilité de s'engager dans un trajet, elle ne prendra pas les transports en commun et elle préférera prendre quelque chose qui lui semble plus sûr, comme un taxi par exemple, puisqu'elle ne sait pas si elle va pouvoir, par exemple, s'orienter facilement, puisqu'elle est en fauteuil roulant, mais même aussi si elle est malvoyante ou malentendante. Donc tout ça, ce sont des éléments qui vont avoir une conséquence sur la fréquentation de votre réseau. Et c'est pourquoi il est important, du coup, de travailler cet aspect-là de la mise en qualité de la donnée. Du coup, pareil, je vous propose d'échanger là-dessus et quels sont, par exemple, les autres types d'impacts que vous avez rencontrés, vous, personnellement, avec les données, que ce soit au sein de votre réseau, mais aussi en tant que voyageur, si vous avez déjà eu le cas. Est-ce que vous avez d'autres idées ou est-ce que vous voulez juste partager, par exemple, votre expérience? Donc, vous pouvez écrire sur Slido, c'est anonyme, si vous ne souhaitez pas, si vous ne souhaitez pas prendre la parole, mais vous pouvez aussi très bien prendre la parole dès maintenant en ouvrant votre micro ou en écrivant sur le channel. Donc personne n'a rencontré de problème de ce type-là ou d'autres, hein? Parler vraiment de tout type, tout type de problèmes, du style un tracé qui nous amène au fin fond de l'Afrique, alors qu'on veut juste faire. Écoute, c'est Alexis, hein, c'est ça qui parle, oui. Ouais. Salut Alexis. Écoute, oui, ça peut être ce type d'expérience que tu aurais eu en tant que voyageur, par exemple. Ah moi je peux te faire une liste longue comme le bras, hein. J'ai fait de la recette pendant 3 ans pour Île-de-France Mobilité, donc des problèmes de données, pendant 1 heure si tu veux je t'en donne. Ouais, donc. Bon, je triche un petit peu parce que c'était aussi à Île-de-France Mobilité. Ouais. Donc voilà, des données incohérentes, effectivement, prendre de RER pour un trajet qui nécessite qu'un, oui, effectivement, ça peut arriver. Après, tu as même les arrêts des fois qui sont mal renseignés ou qui n'ont pas d'offre, mais qui sont quand même dans les fiches horaires, et du coup, tu as des numéros de train qui sont répertoriés dans les fiches horaires à la place d'un libellé d'arrêt. Ouais, et du coup, effectivement, c'est pas parlant pour le. Voilà, et donc du coup, quand l'utilisateur il clique dessus, on lui remonte pas d'horaire, il comprend pas, il y a plusieurs numéros incompréhensibles dans les fiches horaires. Enfin, des trucs comme ça, tu as des données de mauvaise qualité, des infos voyageurs qui sont mal impactées par soit les transporteurs, soit par nous, et qui bloquent carrément même certains itinéraires qui devraient être possibles. Oui, tout ça, voilà, on voit du coup, ça a un impact direct pour le voyageur, pour l'usager, il a une mauvaise information, donc forcément, c'est toujours négatif. Donc, il faut bien prendre soin de corriger ces données, de mettre en qualité ces données. Bon, Mais parfois, on peut être en co-responsabilité aussi sur la qualité des données. Je pense par exemple aux SIM régionaux. Là, la vraie difficulté, c'est d'être en cohérence tous ensemble, notamment sur la dénomination des arrêts, parce que il se peut que parfois, pour un même arrêt, la contribution d'un réseau amène à un certain nombre d'arrêts, et que la contribution d'un autre réseau qui partage le même arrêt parle d'un arrêt avec un nom différent. Et ça, ça pose quand même pas mal de problèmes derrière, même si on a des outils de convergence derrière pour consolider les participations, les contributions plutôt. Ça peut avoir des effets négatifs sur la lisibilité de l'offre globale, cette fois pour le client final. Oui, tout à fait. On a pas mal de problèmes d'ailleurs en Île-de-France avec ça, parce qu'il y a certaines lignes comme les RER AB qui sont copartagées avec la SNCF et la RATP.
Et Oui. du coup, voilà, ils sont responsables de certaines circulations, mais des fois, bon, c'est un peu presque à nous de faire le tri dans ce qu'ils nous envoient. C'est ça, et puis du coup, ça fait partie aussi des chartes, effectivement, qu'on verra, les chartes de nommage. C'est que parfois, quand on a des sources différentes de données, le nom de l'arrêt ou le nom de la ligne n'est pas du tout écrit de la même façon en fonction de sources de données qu'on a, quoi. Donc, quand il faut fusionner, il faut avoir une charte, effectivement, de nommage pour être sûr que tout se passe bien. Ok, bon, je vous propose de faire un focus sur la géolocalisation, avec du coup un cas qui existe en Île-de-France, justement, sur l'arrêt qui est mal géolocalisé. Donc là, on va avoir l'exemple en fait de stations Val de Fontenay et Gare de Lyon qui sont très mal géolocalisées. Donc pour vous mettre en condition, vous êtes voyageur et vous souhaitez faire un trajet du 57 boulevard de la Libération à Saint-Denis et vous voulez aller au 25 avenue de la Flé à Nanterre-les-Maux. Et pour ça, bon, parmi toutes les propositions d'itinéraire, vous vous dites, bah tiens, je vais prendre plutôt le RER A. J'adore le RER A. donc je prends mon trajet et là, oulala, oulala, il y a cette proposition d'itinéraire est très bizarre puisque en fait, la géolocalisation de l'arrêt Val de Fontenay, comme celle de Gare de Lyon, sont à 0 latitude, longitude, ce qui fait que du coup, ces arrêts se trouvent dans le golfe de Guinée. Et du coup, on doit traverser à la fois toute la France et toute l'Afrique pour, pour faire ce voyage. Donc voilà ce que pourrait donner donc un tracé d'itinéraire avec des données erronées, en tout cas sur des stations qu'on voit ici, donc complètement partir dans le golfe de Guinée. Donc c'est je pense, un très beau voyage, mais ne correspond pas à ce que l'utilisateur veut. Donc là, dans ce cas-là, ça a été le choix du coup du client de faire une correction sur le front plutôt que de faire une correction à la source. Mais c'est pas forcément la meilleure des solutions puisque, comme vous allez le voir, en fait ici, si vous regardez bien le tracé du A à gauche, qui est un screenshot de l'application mobile, vous avez donc au départ de Paris un point d'arrêt qui est manquant, qui est celui de Gare de Lyon, et aussi à côté de Neuilly-Plaisance, un point d'arrêt qui est aussi manquant, qui est celui de Val de Fontenay. Et si vous regardez aussi sur la feuille de route, à la place d'avoir des noms d'arrêt, vous avez ce que tout à l'heure, je crois, Alexis, tu disais un peu, c'est au final des codes au lieu des noms des stations. Donc le résultat obtenu, finalement, il peut induire le voyageur en erreur, puisque du coup, quand il va arriver en gare, il va voir un train arriver. Ce train, on va lui indiquer qu'il va passer par les gares de Lyon et la station Val de Fontenay, alors que l'itinéraire ne propose pas du tout ce passage. Donc pour lui, c'est assez perturbant, je pense. Et aussi, l'utilisateur, si malgré tout, il décide de se dire, je monte quand même dans celui-là, il va comparer, s'il n'a pas l'habitude, il va comparer le trajet par rapport à sa feuille de route et il va se rendre compte qu'il s'arrête à certaines stations qui n'est pas indiquées donc, dans sa feuille de route. Et ça peut le perturber. Il n'est pas sûr du voyage qu'il est en train de faire. Donc, il ne sait pas s'il va arriver à bon port et dans les temps. Donc ça peut être perturbant. Donc là, c'est une solution, c'est pas celle qui est la plus fiable. Effectivement, il faudrait plutôt corriger en fait les données à la source en corrigeant tout simplement la localisation d'arrêt. Alors, donc là, on a vu sur un itinéraire, mais est-ce que vous avez d'autres idées de problèmes de géolocalisation de points d'arrêt? Qu'est-ce qu'on pourrait retrouver d'autre dans votre expérience avec les médias que vous ayez au quotidien? Est-ce que vous avez d'autres idées? J'imagine que ça perturbe aussi l'information sur l'offre à proximité. Oui, quand exactement. on est en mode un peu guidage comme ça sur le terrain, eh bien, on ne retrouve pas ces arrêts, quoi. Exactement, c'est tout à fait ça. On les POI, les adresses effectivement aussi. C'est-à-dire que si je suis sur la map, on va dire autour de moi, je cherche un arrêt. Imaginons que je cherche un arrêt, je ne connais pas le quartier. Ça me dit qu'elle est
sur une rue, je vais dans cette rue et je ne trouve pas mon arrêt. Alors là, je suis bien embêtée parce qu'en fait, il y a un problème de géolocalisation, c'est sur la rue parallèle, par exemple, ou un peu plus loin sur la rue. Donc là, bon, encore à la limite, c'est moins grave que si les coordonnées sont à 0,0, mais, mais c'est perturbant, quoi. Pareil, si je cherche le prochain passage d'une station qui est censée être autour de moi et que je ne trouve pas cette station sur mon plan, bon, bah, je suis un peu embêtée. Donc ouais, il y a ce genre de choses. Les POI également aussi, si on cherche un point d'intérêt sur la map, c'est exactement la même chose, et les adresses aussi. Donc tout à fait, c'est ce type d'inconfort que peut rencontrer un voyageur. Donc les correspondances. Donc ça, c'est un sujet un peu plus compliqué, donc quand on fusionne mal les zones d'arrêt. Donc là, on a le cas, pareil, toujours là, c'est en Île-de-France encore une fois, malheureusement, mais on a le cas de l'arrêt Suzanne Langlin pour Paris, qui a 2 arrêts, en fait, totalement distincts, totalement distants même, chacun d'un côté de la Seine. Donc on va en avoir un à côté de Boulogne, du bois de Boulogne, et l'autre qui est dans Paris, au niveau de l'Aqua Boulevard, pour ceux qui connaissent. Et ce sont 2 arrêts totalement opposés, qui ne sont pas censés faire une correspondance, mais là, du coup, ces 2 arrêts homonymes, ils ont été fusionnés avec une fausse manipulation. Et ça, du coup, ça engendre un itinéraire qui est totalement faux, puisque l'utilisateur, s'il tombe sur cet itinéraire-là et qu'il ne fait pas attention, ou qu'il ne connaît tout simplement pas ces données-là, et ben en fait, on va lui proposer un arrêt en lui disant qu'il va pouvoir faire une correspondance Suzanne Langlin entre du coup le métro et le tram, qui n'est pas du tout possible en fait. Pas possible, parce que, sauf s'il fait 45 minutes de marche entre les deux. Donc c'est très embêtant, l'usager se retrouve du coup assez de plusieurs kilomètres du trajet qu'il était censé faire. Bon, à savoir que du coup chez nous, la validation des fusions fonctionne selon plusieurs principes. Donc on va avoir des propositions de fusion de correspondance en fonction d'un nom d'arrêt, donc évidemment les homonymes, et en fonction de la distance entre ces arrêts, ces différents arrêts, ou voire non homonymes aussi également. Et il va y avoir du coup une validation automatique si les arrêts sont à X mètres de distance l'un de l'autre, selon le type de paramétrage qu'on peut mettre en place. Par exemple, on va décider que tous les arrêts à moins de 5 mètres sont validés automatiquement. Donc là, cette fusion sera automatiquement faite en fonction des règles de fusion. Ou bien, du coup, on va avoir un deuxième niveau qui est la validation manuelle, si les arrêts sont compris entre, imaginons, 5 mètres et 10 mètres. Donc là, on va demander à un administrateur de venir valider cette fusion manuellement, de venir vérifier qu'il s'agit bien en fait d'une correspondance possible. Voilà. Donc, ensuite, autre cas de problème dans les données qu'on peut rencontrer, c'est la donnée d'exploitation qui se retrouve du coup pour l'information voyageur. Donc là, on a le cas du prolongement de service. Chez certains de nos clients, il y a des réseaux pour lesquels le prolongement de service permet aux voyageurs de poursuivre un trajet sur des zones qui normalement ne sont pas censées être à destination, enfin sur des trajets qui ne sont pas censés être à destination normalement des voyageurs, mais qui autorisent en tout cas aux voyageurs de rester dans le bus. Ou bien il y a des réseaux pour lesquels c'est pas du tout possible, c'est pas autorisé, et du coup le voyageur est obligé de descendre par exemple du bus. Donc là, par exemple, si on prend un cas concret, je serais conducteur d'un bus et j'arrive au terminus B de ma ligne, c'est mon terminus. Je dois réaliser un changement de parcours et du coup, je dois aller au point C, au nouveau départ qui est le point C. La problématique, là, c'est que dans les données, le trajet entre le terminus B et le départ au point C, il est présent. Et à la base, c'est plus pour des données d'exploitation. Et c'est pas destiné effectivement à l'information voyageur. Donc, c'est un cas qu'on va rencontrer là dans cet exemple à droite sur l'appli Star, par exemple, ou la ligne 72, que vous voyez dans la première proposition d'itinéraire, et la ligne 80, elles ont un bloc ID qui permet de faire ce prolongement de service, mais qui n'est pas censé être à destination du voyageur. Donc, comme il est présent dans les données, Navicia
étant donné que nos clients peuvent aussi le proposer aux voyageurs, va donc le proposer aux usagers de rester dans le bus à l'arrêt Henri de Fréville, ici, que vous retrouvez tout à droite, si vous regardez le descriptif, à l'arrêt Henri de Fréville. La ligne devient 80 en direction de, bon, je ne suis pas sûre de le prononcer très bien, mais DGA Mi, c'est ça, je crois. Restez dans le bus, votre destination sera desservie. Bon, bah là, pour pallier ce problème-là, il faut désactiver tous les blocs ID, donc soit retirer la colonne bloc ID, soit la cacher dans les données pour ne pas faire remonter cette information pour les utilisateurs de vos médias. Donc, faut bien faire attention à ça, effectivement. Qu'est-ce que c'est ce bloc ID? Eh ben, c'est par exemple quand un bus change de parcours et qu'il doit du coup, il continue de circuler puisqu'il est dans la ville. Hein. Enfin, c'est le service voiture, c'est ça? Je ne sais pas si on appelle ça exactement comme ça. Donc, je crois qu'il y a Ophélie ou Jonathan qui sont présents à la data, qui peuvent peut-être expliquer plus en détail dans les faits comment ça se passe. C'est le même service voiture et c'est un haut pied interterminus. Enfin, quelque Oui, part, c'est bien ça. on retrouve le haut pied, enfin retrouve le haut pied interterminus dans les données à destination de l'information voyageur. C'est ça? C'est ça, oui, c'est ça. Mais ouais, enfin bon, ça c'est un problème d'outillage, enfin ou d'utilisation de l'export des données de production, parce que quelque part pour avoir ça, c'est qu'on a une très bonne connexion entre l'outil de définition de production et puis celui qui délivre les données pour l'information voyageur, et qu'il y a un souci quelque part, ou bien dans la définition de l'offre, ou dans la façon dont on a extrait les données pour C'est ça. Oui. à destination de l'information voyageur. Enfin, Block ID, ça me dit rien. Ça vient de quel outil, ça, Block ID? Alors, c'est l'exemple du GTFS, hein, si je ne m'abuse. Vous avez un bloc ID qui permet en fait de relier les différentes lignes ensemble. À la data, si je me trompe, n'hésitez pas à m'interrompre. Mais de mémoire, c'est ça. Ok. Mais oui, donc c'est effectivement, il y a certains réseaux qui permettent en fait aux usagers de monter, enfin en tout cas de rester dans le bus, pardon, et d'autres non. Donc effectivement, c'est une donnée d'exploitation, c'est une donnée effectivement plus métier que information voyageur. Les changements d'identifiant. Alors là, on entre dans le sujet le plus impactant, on va dire, sur vos outils. C'est le changement des identifiants dans les lignes, dans les arrêts. Donc ça peut avoir des effets de bord qui peuvent être impactants. Donc là, on va le voir sur les perturbations, à la fois dans la saisie des perturbations, dans les abonnements de vos usagers sur vos médias quand ils s'abonnent aux alertes de perturbations. Ça peut avoir aussi des impacts sur le temps réel et sur vos outils d'édition, par exemple, de règles, que ce soit chez nous, DataHub ou Fusio aussi, pour pouvoir éditer les données et créer des règles, par exemple, sur les lignes ou sur les arrêts. Donc là, on va prendre le cas des perturbations. Imaginons le 1er janvier, j'ai saisi une perturbation ayant des impacts à partir plusieurs perturbations d'ailleurs, ayant des impacts à partir du 1er février. Première perturbation sur la ligne A dont le code est 01A. Deuxième perturbation sur l'arrêt Jean Jaurès dont le code est JJ786. Et troisième perturbation sur le code de la ligne 00563 qui correspond finalement à la ligne 765. Donc le 15 janvier, donc 15 jours après, mes perturbations sont toujours pas actives, mais le 15 janvier, je vais faire un nouveau jeu de données, je vais importer un nouveau jeu de données, et il y a eu des modifications sur les codes, des lignes, et des modifications aussi sur les noms, que ce soit ligne ou arrêt. Donc là, ma première perturbation qui avait le code 01A, qui était lié en fait à la ligne 01A, se retrouve en fait plus lié, puisque finalement, le code dans le jeu de données, en fait, a changé. Le code, maintenant, c'est 001A. Donc, bon, du coup, je ne peux plus faire le lien. Perturbation numéro 2,
pareil. Non, pas pareil, non. C'est le nom commercial seulement qui a changé. Donc, on rajoute juste un accent au nom commercial. Donc, la panne impact, le code est identique. On arrive à créer donc ce lien entre la perturbation qui est créée et le code, puisqu'il reste toujours le même. Il n'y a pas d'effet de bord. La perturbation est donc bien liée au même code. Le nom uniquement de l'arrêt sera mis à jour. Troisième cas de la perturbation. On a ce code qui a encore changé. Un 0 est venu en plus à la fin du code de la ligne. Et en même temps, on a changé aussi l'intitulé. Donc là, la perturbation ne fait plus lien aussi avec le code puisqu'il a aussi changé. Et bon, bah, du coup, on a un petit souci sur les perturbations. Donc là, les impacts, ça va être par exemple sur Traffic Report que vous allez devoir manuellement tout reparamétrer sur les perturbations dont l'objet impacté a changé de code. Donc, c'est-à-dire, si je reviens en arrière, sur la ligne A, les perturbations de la ligne A et les perturbations de la ligne 765, vous allez devoir refaire le lien entre la perturbation et le nouveau code de l'objet. Ensuite, du coup, si ces codes changent, pareil, ça aura un impact sur les règles d'enrichissement, que ce soit dans Fusio ou Data Hub. Imaginons le 1er janvier, j'ai créé des règles d'enrichissement ou d'édition. Sur la première règle, j'ai créé une règle pour modifier la couleur de la ligne 53. Le code était le 453. Deuxième règle que je crée, ça va être pour renommer l'arrêt mairie par Mondeville-Mairie. Le code d'arrêt est JJ786. Troisième règle que je vais créer, ça va être une règle pour pouvoir ajouter une information complémentaire d'annonce visuelle à l'arrêt, sur l'arrêt chemin d'antan, dont le code est 000-563. 15 janvier, nouvel import avec des codes modifiés. Donc là, mon code 0453 n'existe plus. Finalement, la ligne 53, ça va être la ligne 0553. L'arrêt Mondeville, bon, bah, en fait, on a carrément décidé de changer. On va l'appeler Mondeville-Mairie. Et puis, on ne change pas le code. Mais par contre, on va changer pour l'arrêt chemin d'antan. On va pas mettre 563, ça va être 663. Donc là, évidemment, ça va avoir des impacts, des effets de bord qui vont être que, alors, premier cas, ma règle était créée sur la 453, sur le code d'arrêt 453, bah, en fait, la ligne, dans mon jeu de données, elle n'existe plus. Donc la règle, elle ne peut pas s'appliquer. Mon arrêt mairie que j'ai renommé en Mondeville-Mairie, bon, bah, aucun effet de bord, la règle est appliquée, on modifie bien le nom d'arrêt. L'arrêt chemin d'antan, j'avais créé du coup une règle pour le code arrêt 563 pour ajouter une information d'annonce visuelle. Bah, là, l'arrêt, pareil, dans mon jeu de données, l'arrêt 563, il n'existe plus. Donc en fait, je ne peux plus appliquer la règle. Et finalement, bah, les nouveaux codes qui viennent dans le jeu de données, ils sont tout nouveaux hein, pour mes outils. Donc l'arrêt 553, qui est le nouveau code de la ligne 53, bah, en fait, il n'y a aucune règle qui peut s'appliquer, puisque je n'ai pas du tout créé de règle sur ce code-là. Et pareil pour l'arrêt chemin d'antan, qui a un nouveau code pour mon jeu de données. C'est comme un nouvel arrêt, il n'a pas de règle qui est appliquée dessus. Donc voilà, donc il faut vraiment bien faire attention quand on crée quand on modifie des codes d'arrêt, des codes de ligne comme ça. Et donc les abonnements, pareil. Le 1er janvier, j'ai une liste d'abonnés sur des lignes, la ligne 53. L'abonné numéro 1 est abonné à la ligne 53. L'abonné numéro 2 est abonné du coup à l'arrêt Mondeville-Mairie avec son code 786, en JJ786. L'abonné numéro 3 est abonné du coup sur l'arrêt chemin d'antan. Et vous voyez, ainsi de suite. Et du coup, le 15 janvier, nouvel import qui est réalisé avec les codes. Donc, j'ai modifié le code de la ligne 53. J'ai modifié le code de l'arrêt chemin d'antan et j'ai renommé le nom commercial de la ligne de bus 765. Donc là, je vais vous demander de répondre à un petit questionnaire. Selon vous, qu'est-ce qui va se passer pour les abonnés? Est-ce que je peux m'autoriser une question? Bien sûr. Bien sûr. Dans quel cas, selon l'expérience que vous en avez, dans quel cas on se retrouve avec des modifications de codification?
Alors, ça, dans quel cas précisément chez vous il y a une Alors modification moi j'en ai bien en tête, hein, celui que j'ai en tête, ça peut être des problématiques de version de topologie. Mhm. C'est-à-dire que quand un réseau change de topologie à une date parce qu'on on le restructure, on redéfinit les itinéraires, etc. On peut effectivement, je pense, dans ce cas-là, avoir des problématiques d'identification, mais je vois pas trop dans quel autre cas on s'amuserait à changer les identifiants des lignes ou des. Alors, moi, j'ai un exemple. Bonjour, bonjour Thierry, bonjour à tous. Bonjour. J'ai un exemple qui est justement sur Nancy, du coup, pas Pays Nancéen, mais Keolis Nancy, Ouais. où ils changent leur alimentation de données. Alors, je ne sais pas, on a un point la semaine prochaine pour parler de ça. Alors, je ne sais pas si c'est lié à de nouveaux outils, une nouvelle manière de faire, mais en tout cas, la conséquence, c'est que les ID vont changer. Parce que là, en fait, il y a plusieurs GTFS qui sont utilisés pour alimenter plusieurs outils. Et le souhait, c'est d'avoir une source d'alimentation unique de données, Ouais. ce qui fait qu'on va avoir un changement d'ID. Et donc, on va travailler dessus pour justement voir tous ces impacts et voir comment gérer ça. Ah oui, d'accord. Et sinon, je crois, C'est spécifique quand même. c'est spécifique, mais il y a d'autres cas Ouais. aussi où l'outil incrémente en fait à chaque fois, il me semble, un nouveau chiffre à la fin du code, par exemple, de l'arrêt ou de la ligne à chaque export. Je ne sais pas si à la data vous avez un exemple précis, mais il me semble qu'on en avait discuté effectivement qu'il y a une incrémentation automatique en fait des outils métiers. Oui, en effet, souvent c'est par exemple sur un outil qui va incrémenter à chaque fois qu'il y aura la moindre modification sur la ligne, donc que ce soit juste le changement du terminus par exemple, ou alors l'ajout d'un arrêt dans la circulation ou quelque chose comme ça va en fait venir ajouter. Souvent, c'est sous la forme d'un tiret. En fait, admettons, la ligne 1 va devenir la ligne 1-10 et ainsi de suite, en fait. Et du coup, si on ne veille pas à ce que ce soit corrigé avant l'intégration des données, ça peut avoir du coup ces impacts-là. Ok, donc oui, donc ça dépend finalement aussi des outils de chacun. Mais du coup, voilà, donc ça a des impacts assez conséquents, donc il faut surveiller ça. Du coup, je vous proposais à moins qu'il y ait d'autres questions, est-ce qu'il y a d'autres remarques ou questions? Oui, il y a une question en commentaire. Oui. Navicia gère-t-il des versions de topologie? Alors, je ne sais pas trop si Navicia en lui-même gère la topologie, mais je ne saurais pas répondre, hein. Je ne sais pas si à la data vous avez des infos là-dessus. Pas de mon côté en tout cas. Après, j'imagine que quand vous dites version, quand on parle de version de topologie, vous voulez dire quoi précisément? Oui, bonjour. Il faut poser la question à la personne. Ah, pardon, je crois que c'était toi. Bonjour, non, c'est Bonjour. Hervé Lescouret Dijon qui posait la question. J'ai déjà la réponse puisqu'on travaille avec vos équipes sur le. Mais je trouvais que c'était à propos pour effectivement. Nous, la particularité, c'est qu'on va sortir le GTFS pour alimenter Navicia du SAE, qui gère justement cette notion de version topologique, justement par rapport à ce que disait Thierry ou Thibaut, c'est de pouvoir profiter finalement de planifier la modification de ligne en avance en disant tiens, à partir de telle date, ma ligne elle va être modifiée. Et donc, du coup, on peut le planifier en changeant de topo dans le SAE. Mais ce qu'on a vu avec vos équipes, c'est qu'a priori, il n'y a pas cette notion encore, j'espère, pour l'instant, dans Navicia pour justement anticiper ces changements-là. Et voilà, d'où ma question. Bon, je connais la réponse, mais c'est plus pour lancer le débat. C'est plus de l'anticipation, du coup, le souhait d'avoir une anticipation par rapport à ces changements. C'est ça. Mais du coup, ça veut dire que vous, de votre côté, vous avez une visibilité sur les codes qui vont venir, c'est ça? Oui, tout à fait, oui. Alors, voilà, donc pour l'instant, nous, on a demandé à ce qu'on préfixe tous
nom d'arrêt, enfin code arrêt par un numéro de période topo, même si actuellement, voilà, ça c'est pas géré, ça ne sert à rien, mais dans Navicia, mais voilà, on espère qu'à un moment donné, voilà, on pourra avoir cette notion-là existante. Mais après, voilà, comme vous disiez, nous, on va le sortir le GTFS du SAE. Si on le sort d'Astus ou d'ailleurs, on n'a pas forcément ces notions-là existantes, quoi. Voilà. Ok, mais bien noté. Merci pour cette petite info qui est intéressante, effectivement. Du coup, je vous propose de reprendre sur les impacts que ça peut avoir sur les abonnements, du coup, aux alertes de perturbation. Et quels seraient, selon vous, les impacts que ça pourrait avoir, cette modification, sur les abonnés à la ligne 53 et du coup, sur l'arrêt chemin d'antan et éventuellement sur la ligne de bus 765. Donc voilà, si on résume bien, si on prend bien note, donc les modifications, c'est le code de la ligne 53, le code de l'arrêt chemin d'antan, et du coup juste la modification de l'intitulé de la ligne 765. Donc quels seraient, selon vous, les changements sur les abonnements? Quel serait l'impact du coup pour ces alertes? Vous n'avez pas d'idée? J'ai essayé de scanner le QR code et Ça marche pas? ça ne me dit rien. Sinon, il faut aller sur le site slido.com et rentrer le code 86 147. Et normalement, là, on peut accéder au questionnaire. Ah si, c'est bon. C'est bon? J'ai fait chercher au lieu d'ouvrir le lien, ça va être. Donc, en gros, la question, c'est est-ce que sur la ligne 53, ils vont recevoir ou pas les alertes? Est-ce qu'il y aura un changement sur la ligne 765? Est-ce qu'il y aura du coup des besoins de réabonnement? Est-ce que les anciens abonnés de la ligne 53 vont toujours recevoir les alertes ou pas? C'est plus ça les questions. Donc on a déjà 5 personnes qui ont répondu. Donc je vous propose de regarder 6, de regarder les réponses. Je pense qu'on est arrivé au bout des personnes qui répondent 7. Bon, bah, je laisse encore un peu de temps. C'est vrai qu'il y a beaucoup de texte. Ok, donc je vous propose de regarder les réponses. Eh bien, il y a des bonnes réponses. Il y a aussi des mauvaises réponses, mais dans l'ensemble, c'est plutôt bien. Du coup, oui, les anciens abonnés de la ligne 53 doivent se réabonner, en effet, puisque le code de la ligne a changé. Et du coup, ceux qui étaient abonnés à l'ancien code, cette ligne n'existe plus dans les données. Donc ils vont devoir se réabonner. Les abonnés avant modification de la ligne NAS 53 ne reçoivent plus les alertes, évidemment. Puis c'est la même chose, la ligne n'existe plus dans les données. Donc c'est un nouveau code. C'est un nouveau code, c'est comme si c'était une nouvelle ligne. La ligne 765 change d'intitulé dans les médias, oui. Il n'y a aucun abonné sur la ligne 53 après modification. Oui, enfin, sauf si évidemment les gens sont très rapides, mais, mais effectivement, il faut que tout le monde se réabonne. Voilà.
Donc, il y a toujours les anciens abonnés sur la ligne 53 après modification. Donc non, c'est pas vraiment le cas. Et les abonnés avant modification de la ligne 53 reçoivent les alertes. Non, puisque du coup, cette ligne n'existe plus effectivement dans les données. Donc on va voir le détail là des réponses. La ligne 53, donc celle qui avait le code, donc les personnes étaient abonnées au code 453. Cette ligne, comme je disais, avec le code 0453 n'existe plus dans les données, donc l'abonné ne reçoit plus les alertes. L'abonné numéro 2 qui était du coup abonné au code objet JJ786 n'a aucun effet de bord puisqu'on a eu rien du tout dessus comme modification. L'abonné numéro 3 dont le code objet était le 000563 pour l'arrêt chemin d'antan. En fait, cet arrêt n'existe plus avec ce code-là. Donc, dans les données, c'est comme si cet arrêt n'existait plus du tout. L'abonné ne reçoit donc plus d'alerte. L'abonné numéro 4, donc là, on a juste un changement du nom commercial. On a rajouté l'information bus. Donc, la ligne est renommée. Dans le gestionnaire, imaginons sur l'appli ou sur le site web, vous avez le gestionnaire pour cocher, décocher les abonnements. Il y aura peut-être du coup la nouvelle information, mais il aura toujours ces abonnements. Et enfin, du coup, vous avez importé un nouveau jeu de données avec des nouveaux codes d'objets. Donc ça, c'est comme des nouveaux canaux de distribution. C'est un nouveau code, nouveau canal, pardon. Donc le 05 553, c'est la ligne 53, c'est un nouveau code de ligne. Donc aucun abonné actuellement n'est sur ce code. Et les abonnés du code 453, ils doivent se abonner sur ce nouveau code, donc sur ce nouveau canal de distribution. Pareil pour l'arrêt chemin d'antan, ça devient un nouveau canal de distribution, le 663, on va dire. Donc les anciens abonnés doivent se rabonner sur ce nouveau canal. Voilà, j'espère que c'est plus clair du coup pour ceux qui avaient des réponses qui n'étaient pas forcément justes. Bon, je passe à la prochaine étape, le temps réel. Donc ça, c'est un autre sujet assez compliqué à comprendre parfois. C'est le changement d'identifiant sur les lignes, quel impact ça peut avoir, en tout cas sur le temps réel, quand il y a en fait une désynchronisation des données. Donc le contexte, on a un utilisateur qui recherche un prochain passage sur une ligne, depuis l'application mobile du réseau, comme sur l'exemple, sur les deux exemples qu'on a à droite. Donc, comment ça se passe au niveau du process? L'utilisateur va chercher un arrêt et choisit par exemple l'arrêt université. Cet arrêt est au code 011 dans les données théoriques. Donc, quand je fais ma recherche, je sélectionne l'arrêt 011. Et enfin, à partir de ce moment-là, du coup, on va venir interroger le flux temps réel pour l'arrêt 011. Et le flux va nous renvoyer la liste des résultats des prochains passages pour l'arrêt 011, comme on peut le voir sur les screens. La problématique qu'on peut rencontrer, c'est que le code d'arrêt est parfois différent dans le théorique que dans le web service, donc le flux temps réel suite à une mise à jour qui est désynchronisée. Donc là, première partie au-dessus de la ligne rouge, tout se passe bien. Chez Kizio et chez votre SAUV, dans votre flux, on parle le même langage, on a le même code pour l'arrêt ou pour la ligne. Et là, donc chez Kizio, quand l'utilisateur va taper le nom de l'arrêt ou de la ligne, dans Navicia, du coup, on va dire, je souhaite... on va interroger le web service en disant je souhaite les prochains passages pour le 011. Donc le web service, lui, il va dire ok, je vais rechercher les prochains passages pour la ligne 011. Il fabrique cette liste de prochains passages et là, ça va remonter dans Navicia, les résultats vont remonter dans Navicia. Sauf que, donc là, c'est le super cas où tout se passe bien. Sauf que des fois, il arrive qu'il y ait des mises à jour de données qui soient chez nous et pas au niveau du web service, ou inversement. Le web service, du coup, a déjà une nouvelle base de données avec des nouveaux codes d'arrêt et pas nous. Donc là, qu'est-ce qui se passe, par exemple? Dans la mise à jour des données, chez Kizio, l'arrêt 011 devient le 00AA. Mais dans le web service, c'est toujours le 011, puisqu'il y a eu une désynchronisation de la mise à jour. Du coup, on va interroger via l'appli
les prochains passages, on va demander les prochains passages pour l'arrêt 0AA, puisque du coup, maintenant, l'arrêt, c'est ce code-là. On va interroger votre service en disant, bah, moi, je veux les prochains passages pour le 0AA. Et lui, il va chercher dans sa base et il dit, bah non, cet arrêt, il n'existe pas chez moi. Donc là, il va renvoyer une erreur. Et nous, on ne va pas afficher de temps réel, puisqu'on n'a pas de temps réel qui est disponible pour ce code d'arrêt. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Bon, s'il n'y a pas de retour, c'est que c'est clair pour tout le monde. Ensuite, du coup, le renommage des arrêts. Donc, on en parlait tout à l'heure, l'aspect des renommages et des lignes et des arrêts, ou bien des fusions de zones d'arrêt. Donc, la cohérence de la charte de nommage et la cohérence qu'on va retrouver aussi dans les médias. Donc, au sein d'un même jeu de données, ou bien suite à la fusion de plusieurs jeux de données, de sources différentes, bah, il arrive parfois que les intitulés des lignes et des arrêts n'aient pas la même charte de nommage. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. On va avoir des exemples où, comme on voit en dessous là, par exemple pour les directions, on va avoir dans un jeu de données, ça va être PRH-Vaux-en-Velin la soie. Dans un autre, ça va être vers Vaux-en-Velin la soie. L'autre, ça va être / Vaux-en-Velin la soie. Ou alors avec des chevrons, pareil pour les arrêts. Dans un jeu de données, on va avoir des entre parenthèses Lyon, ou tiret Lyon, ou pas du tout. Et alors, on va avoir pas de majuscules, des majuscules, que des majuscules. Pareil pour les accents, c'est pas toujours géré de la même façon en fonction du jeu de données. Donc voilà, donc ça peut avoir un impact pour la compréhension de l'utilisateur. Si le nommage varie, déjà esthétiquement parlant, vous allez avoir des exemples parfois avec des accents, parfois sans, avec majuscules, sans majuscules. Donc ça peut rendre la visibilité un peu complexe. Et aussi, on va avoir cette recherche de l'utilisateur par zone d'arrêt et point d'arrêt. Donc là, on voit par exemple, les arrêts ont été fusionnés en une zone d'arrêt. Donc on va rechercher l'utilisateur quand il cherche Grange Blanche. Il cherche la zone d'arrêt sur laquelle il va pouvoir faire des correspondances. Et cette zone d'arrêt, elle inclut donc comme vous voyez à droite, tous les 15, je crois, entre 10 et 15 points d'arrêt qu'il y a à cet endroit-là, donc à Lyon. Pourquoi, du coup, il faut fusionner correctement ces lignes et pourquoi il faut les renommer? C'est pour l'aspect, pour la compréhension de l'usager, puisque si les différents points d'arrêt n'avaient pas été fusionnés en une seule zone d'arrêt, nous aurions eu dans la recherche plusieurs propositions, autant de propositions même que de points d'arrêt, avec autant éventuellement même en plus autant de types d'écriture que de sources de données. Donc la conséquence qui peut être assez malheureuse pour l'usager, c'est de ne pas savoir sur laquelle des propositions il aurait dû sélectionner. Donc il va sélectionner une proposition Grange Blanche parmi la liste de 15 propositions un peu au hasard, et puis finalement il n'aura pas l'itinéraire le plus adapté. Parce que par exemple, si on reprend la map là, que ce soit en haut en haut à gauche de la map, au niveau du C, ou tout en bas à droite au niveau du jardin botanique, en fait c'est pas la même chose. Donc il y a quand même déjà quelques mètres. Voilà, donc ça c'était sur la partie fusion et l'importance des zones d'arrêt et du renommage. Donc ensuite, je vous propose de regarder un peu les outils et les services de la Data Factory. Sans doute que vous connaissez peut-être certains déjà ce que nous proposons ou ce que nous allons vous proposer avec la mise en qualité avec Data Hub. Donc sur la géolocalisation, la fusion et les correspondances. Donc vous avez la possibilité au travers de nos outils, donc comme Data Hub, c'est aussi le cas un petit peu sur Fusio, mais de créer des règles d'édition de données telles que la modification et la géolocalisation d'un arrêt. Vous allez avoir vous avez la gestion automatique des correspondances qui est réalisée selon les critères nom et distance pour éviter du coup les fameuses erreurs de fusion comme on a vu tout à l'heure, et la possibilité d'avoir une fusion manuelle par l'administrateur pour rendre du coup pour avoir plus de sécurité sur les propositions quand elles sont un peu plus distantes lorsqu'il s'agit de homonymes ou d'arrêts très proches. Et effectivement, du coup, en cas de doute, si vous avez un doute, en tout cas sur ces fusions, sur ces règles d'édition, sur les géolocalisations, si vous avez besoin d'un expert data, donc vous avez chez nous une équipe que vous avez entendu prendre la parole tout à l'heure par le biais d'Ophélie et de Jonathan qui sont ici présents, et peut-être d'autres, je n'ai pas vu la liste complète, mais en tout cas, il y a des experts data qui peuvent vous accompagner pour optimiser ces règles de fusion.
et qui peuvent du coup vous aider via une audit de vos données, en tout cas améliorer la pertinence de vos jeux de données et de vos données à destination des usagers. Donc on fait aussi de l'agrémentation d'informations. Tout à l'heure on parlait d'accessibilité, cette mise en avant d'informations complémentaires, cet agrément est très important aussi pour toucher un public auquel vous avez rarement l'occasion de toucher avec un jeu de données si vous n'avez pas cet agrément d'info. Donc ça permet d'avoir des résultats adaptés au profil pour la mise en avant des accès UFR, pour la mise en avant de la disponibilité des annonces sonores ou visuelles pour les personnes malvoyantes ou malentendantes. Vous avez la mise en avant des arrêts avec escalateur ou ascenseur pour les personnes qui ont plus de difficultés à circuler. L'accompagnement en gare, les abribus, les embarquements vélo pour tout ce qui est multimodal, les parkings relais aussi pour un peu plus, en fait, pour toucher un public par exemple qui avant hésitait à prendre des transports parce que ça faisait beaucoup de temps de trajet, mais qui avec un parking relais va gagner du temps finalement, et tout en prenant les transports en commun. Du coup, tout ça, ça permet de mettre en avant les informations dans vos médias, et ainsi répondre aux besoins des voyageurs qui sont parfois soucieux de la qualité de leur parcours, mais aussi qui ont des besoins spécifiques à leur profil. Donc ça se fait au travers du coup des outils qu'on a chez nous comme Data Hub. Et bien sûr, j'en ai déjà parlé, mais l'expertise de la data qui permet de vous accompagner dans la construction et la correction de vos données. Permet de faire un audit sur un nouveau jeu de données, de venir corriger le renommage selon une charte que vous auriez établie, donc ils vont vous accompagner sur ces points-là. La mise en place de règles selon vos besoins spécifiques, si vous n'êtes pas à l'aise avec la création des règles et que vous avez besoin d'accompagnement, ils sont effectivement là pour vous aider à créer ces règles-là. Et évidemment, vous accompagner sur les futures mises à jour que vous aurez sur vos jeux de données. Et il vous aide aussi à atteindre certains objectifs. Si vous voulez vous donner des objectifs, par exemple, concernant l'accessibilité ou même la mise en qualité sur les fusions ou tout autre point, ils sont là aussi pour vous aider par rapport à ça. Si vous donnez vos objectifs, on peut travailler ensemble sur cette mise en qualité et l'agrément des données. Alors, Laetitia, il y a une petite question pour toi. Oui. Est-ce que cet outil gère des accès différenciés selon les profils? Est-ce que j'ai pas entendu, excuse-moi. Est-ce que cet outil gère des accès différenciés selon les profils? Alors, Data Hub, oui, je pense qu'on parle de Data Hub quand on dit cet outil. Oui, ça gère selon un type de profil. Il y a des profils pour l'administration des données, c'est en fonction, tu es administrateur ou éditeur. En fait, tu as des abonnements aussi en fonction de si tu as une SIM régionale ou pas. C'est des choses qui sont déjà établies chez nous. Et effectivement, vous avez plusieurs types de profils. Donc ça, on pourra vous faire une présentation de l'outil Data Hub plus en détail lors d'une prochaine session de formation sur cet outil. Il y a d'autres questions? Oui, j'ai deux questions. La première, c'est à propos du format NetEx. Est-ce qu'on peut considérer que NetEx justement va permettre de faire de l'enrichissement de données est-ce que c'est un mode de fourniture? Est-ce que pour vous c'est un mode de fourniture pour de l'enrichissement de données? Alors oui, NetEx peut permettre d'avoir de l'enrichissement de données aussi en plus, effectivement. Vous avoir des informations complémentaires que vous n'avez pas forcément dans GTFS, mais qu'on a chez nous aussi en agrément du GTFS lorsqu'on crée via Data Hub des données. Donc nous, on fait de la conversion, on fait de l'agrémentation, on fait de la correction de données. Cet outil permet de faire toutes ces choses-là, effectivement, et de prendre en compte aussi du NetEx. D'accord. Et puis la deuxième question, c'est est-ce qu'on a à un moment donné pensé
dans les mécanismes de contrôle, hein, parce que bon, j'imagine que vous faites un certain nombre de contrôles de cohérence des données. Par exemple, typiquement la localisation des arrêts dans la Corne de l'Afrique, je pense que c'est typiquement le genre de choses qui pourrait être vu par un traitement automatique de la donnée au moment où vous l'intégrez. Est-ce que ça, est-ce que ça vous le faites? Et puis, je pense à une autre chose qui nous pollue souvent l'existence, notamment dans les mécanismes de recherche d'itinéraires, c'est des itinéraires, enfin, des propositions d'itinéraires avec des temps de parcours qui sont absolument aberrants par rapport à la géographie connu Oui, du par exemple, contexte. ouais, la Donc, vitesse des bus ou ce genre de choses. ouais, voilà, il y a des paramètres comme ça qui garantissent qu'effectivement les trajets dans le périmètre concerné sont plutôt dans une moyenne d'une demi-heure, Mm. enfin 1 heure maximum, sauf que parfois le calculateur d'itinéraire propose des trajets qui mettent 4 heures quoi, pour faire l'équivalent de ce qui pourrait être fait en une demi-heure. Est-ce que ça, c'est un sujet de réflexion chez vous, des outils qui permettent justement de pointer des aberrations en dehors du fait qu'on vous les signale? Bon, il y a forcément à un moment donné aussi des choses qu'on peut vous signaler, mais il y aurait pas possibilité d'imaginer des traitements un peu sophistiqués qui éprouveraient donc un certain nombre de solutions de trajet en disant bah, tiens, c'est curieux, il se trouve que sur ce périmètre-là, on a des trajets qui font 4 heures alors que c'est pas du tout voilà, logique. Alors oui, pour répondre à votre question, c'est oui, on est en train de travailler sur ces aspects-là, justement, de rapport d'analyse, en fait, sur ces données-là, où on peut établir effectivement des alertes par rapport à ça, pour vous aider, en tout cas, à voir les choses à corriger qui semblent être dérangeantes dans l'information voyageur. Comme vous dites, il y a la distanciation, par exemple, entre des points d'arrêt, c'est qui peut être un peu étrange. La vitesse de circulation d'un bus qui est à 150 km/h, par exemple. Donc, ce genre de choses, ça peut être effectivement dans nos rapports d'analyse et qui vont vous permettre de vous corriger après, de venir d'être plus pointilleux, en tout cas sur ces informations-là. Et ça, À ce que, travers. ce que, ce que, ce que tu dis là, c'est par rapport à une fourniture de données. C'est-à-dire que dans la fourniture de données, effectivement, il y a des aberrations. Mais, Ouais. mais par contre, lorsqu'on confronte, quand on commence à confronter plusieurs contributions et que le calculateur d'itinéraire est amené à générer des correspondances, à faire des associations effectivement d'offres pour proposer une solution de parcours. Parfois, c'est même dans ce cadre-là qu'on se retrouve avec des aberrations. C'est-à-dire que même, quand bien même la contribution est plutôt propre en termes de distance interarrêt, en termes de temps de parcours, etc., c'est la solution globale, enfin oui, la solution proposée sur certains trajets qui est folle. D'accord, donc c'est vraiment spécifique à un trajet en particulier, à une course en particulier. Ouais, ou alors un assemblage d'offres qui se fait pas correctement, quoi. Mm. Et qui, voilà, qui correspond pas du tout à la réalité Du terrain. ne serait-ce que géographique ouais, du Mm. contexte. Ça, c'est vrai que c'est intéressant. Nous, on est en train de mettre en place aussi avec la plateforme de simulation des tests, mais c'est vrai qu'il y a des tests qui pourraient être automatisés dans ce sens-là, Oui. effectivement. Ouais. Qui évite d'avoir cette validation manuelle euh, d'un opérateur derrière qui va venir tester 1000 trajets pour vérifier que tout se passe bien. Ouais. Il pourrait y avoir des indicateurs pour mettre en place, selon un paramétrage, qu'est-ce qui pourrait être normal ou attention, des alertes sur attention, là on est sur quelque chose qui est un peu par rapport au paramétrage de vérification un peu bizarre. Est-ce que vous pouvez venir vérifier manuellement peut-être si c'est bien, si c'est pas bien, valider, invalider effectivement. Donc, ça peut être des choses sur lesquelles on peut travailler. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Écoute, il n'y a pas de questions complémentaires dans la discussion. Bon, j'espère que ça a été clair pour tout le monde et que vous aurez quand même malgré tout appris des choses ou en tout cas que ça vous a fait des petits rappels. Voilà, et puis merci beaucoup à tous pour votre participation. Donc, je vais vous envoyer le petit questionnaire de satisfaction et puis dès la semaine prochaine, vous aurez à disposition donc les 2 premiers webinaires via une URL que je vous enverrai. Donc voilà, merci beaucoup à tous. Merci. À bientôt et bonne journée, bon week-end. Merci, au revoir. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.